Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Shine Ecos. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Robin Ledoux. Bonjour Robin. Bonjour Marion, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. merci pour l'invitation. C'est très bien de pouvoir partager ce qu'on fait au quotidien. Ouais, puis surtout ce que tu fais toi, parce que j'ai la chance en fait de pouvoir aborder des sujets qu'on n'a pas encore abordés depuis le début. C'est quand on est investisseur, comment et qu'on a investi dans un fonds crypto, comment on valorise son investissement, comment on le comptabilise, qu'est-ce qu'on donne à son comptable. Et tu vas nous présenter qui tu es et grâce à ça, on va pouvoir comprendre comment on fait. Très bien. Déjà, tout d'abord, je m'appelle Robin Ledoux. Donc, je suis Head of Fund Administration et Evaluation chez Six Monks, ou on peut dire 6M. Nous sommes un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, donc GFIA, ou plus communément appelé en anglais AIFM. Mhm. Et notre particularité, c'est qu'en plus de notre expertise dans le private equity ou le venture capital, on est la première société de gestion à Luxembourg à être autorisée par le régulateur luxembourgeois, donc la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier, pour gérer des fonds crypto dans un environnement régulé. Alors, peut-être qu'on peut faire, parce que nos auditeurs, ils nous connaissent au niveau du fonds Chainblock, peut-être faire un peu la différence entre un fonds enregistré et un fonds autorisé. Pardon. Voilà, bravo Marion. Entre une société de gestion enregistrée et une société de gestion autorisée. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la différence entre toi et nous? Très bien. Alors, la distinction, elle est assez claire. Ça va être plutôt en termes de requis, donc de requis réglementaires. Donc, on ne va pas s'adresser au même profil d'investisseurs, on ne va pas s'intéresser également aux mêmes promoteurs de fonds, par exemple, aux mêmes projets. C'est-à-dire qu'un fonds qui va être ce qu'on appelle un fonds de minimis, donc qui ne va pas atteindre certains seuils, donc il y a des seuils qui sont vraiment prédéfinis en fonction de la typologie du fonds, qui sont donc 100 millions d'euros si jamais le fonds fait appel à de l'effet de levier et qu'il est ouvert à la souscription et au rachat. Donc ça veut dire qu'un investisseur peut entrer, sortir du fonds à tout moment. Typiquement, c'est ce qu'on fait nous. L'investisseur peut rentrer, sortir. On travaille avec effet de levier. On peut donc avoir des fonds d'investissement qui sont en dessous de 100 millions d'euros. Exactement. Et après, il y a une limite à 500 millions d'euros pour des fonds qui vont, bien sûr, ne pas faire d'effet de levier et qui vont être fermés pendant X années au rachat, donc plutôt illiquide. Exemple, pour vous donner un exemple concret, on va avoir les fonds d'investissement dans le secteur immobilier où en fait il y a une entrée, il se ferme et on ne peut pas retirer son argent pendant la durée du projet immobilier. Et quand le projet est terminé, le capital est rendu, les intérêts sont rendus et le fonds est clôturé. Exactement, ou dans le private equity, il y a beaucoup ça dans le monde traditionnel. Après, il y a des requis, bien sûr, qui vont avec, c'est-à-dire que nous, on est donc supervisé par la CSSF, comme je le disais, le régulateur luxembourgeois, et on va avoir des requis de contrôle interne, on va avoir des requis de réglementation autour de l'écosystème du fonds, ça on pourra en parler plus tard, qui vont être accrus parce qu'on n'a pas ces seuils-là et on va fournir à l'investisseur une protection supplémentaire. En fait, aussi dans l'organisation que vous avez, c'est que vous gérez des fonds externes, c'est-à-dire que ce sont typiquement nous, demain on veut avoir un fonds on monte un fonds supérieur en termes de volume, on peut devenir vos clients et vous mettre en management notre fonds, donc l'argent qu'on aura levé auprès de nos investisseurs, et vous ferez tout le travail de gestion, de comptabilité, de relation avec l'investisseur. Et ce sont principalement des gens externes. Ce n'est pas vos propres fonds que vous avez montés. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on appelle donc, notre activité principale, ça va vraiment être pour des fonds de tiers. Donc, on va être une société de gestion pour des fonds tiers. C'est-à-dire qu'il va y avoir des promoteurs de fonds, il va y avoir des personnes avec un projet de fonds qui vont venir vers nous en disant, voilà, j'ai ce projet-là, je veux monter ce fonds-là, ou mon fonds est déjà existant et je vais dépasser les seuils, ou je veux, parce que une des qualités également, c'est de pouvoir distribuer activement. Donc ça veut dire qu'avec une société de gestion autorisée, il va être capable de distribuer son fonds et de marketer son fonds à travers toute l'Europe. C'est ce qu'on appelle le passeport européen, de manière active. Et ça, c'est quelque chose qui parle
en tout cas à beaucoup de promoteurs de fonds qui ont des ambitions de faire grandir le fonds. Et oui, parce que nous, par exemple, lorsque vous voulez investir chez nous, on va d'abord... Déjà, on ne peut pas faire de publicité, on ne peut pas faire de marketing, donc c'est que le bouche à oreille qui fait que nos investisseurs arrivent chez nous. On leur fait signer une lettre pour dire qu'ils sont venus eux. Enfin, c'est vrai que le process est plutôt long et on ne peut pas se permettre d'aller sur un salon et de dire regardez notre produit financier. Alors que si on était géré par une manco comme la vôtre, là, ça nous donnerait une possibilité en fait d'aller communiquer à l'extérieur. C'est ça, exactement. Bon, après, il y a quand même des requis réglementaires dans chacun des pays, parce qu'il faut, bien sûr, il y a des enregistrements, il y a des procédures à faire pour dire on va marketer, on va distribuer notre fonds dans tel ou tel pays, mais avec ce passeport européen, c'est quelque chose qui est en tout cas possible et accepté. Donc, ça, on vous a donné un peu le contexte de qui était Sixem. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton travail à toi pour montrer, légitimer le fait que ce qu'on va apporter aujourd'hui comme connaissance, concrètement, c'est ton métier. Et pour rappel, vous êtes le seul à Luxembourg, la seule manco qui peut gérer le type de fonds en crypto-monnaie. De manière autorisée, dans un environnement régulier. Exactement. Nous, en fait, à savoir chez Sixem et dans tout, donc GFIA, IFM, il va y avoir plusieurs fonctions. Donc, nous, on va faire toute la gestion du risque, comme tu parlais tout à l'heure. On va faire également tout ce qui est la partie réglementaire. Donc, on va faire tout ce qui est légal, tout ce qui est compliance. Et une particularité, c'est que on peut internaliser à la fois le portfolio management, donc toute la gestion des trades, et on internalise aussi toute la partie comptabilité de fonds et valorisation. Donc c'est vraiment tout ce qu'on va parler, administration de fonds, donc avec ces parties-là, plus la relation investisseur, donc la tenue de registre des investisseurs qui entrent et qui viennent. Et je pense que le sujet aujourd'hui, ça sera plus sur la partie comptabilité des fonds et valorisation. Donc, oui, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes d'entreprises, donc pas de personnes physiques, mais d'entreprises, personnes morales, qui souhaitent investir soit leur surplus de trésorerie, soit en fait le résultat positif de fin d'année, dans des fonds qui soient alternatifs ou non, pour pouvoir faire fructifier cette monnaie, enfin cet argent, autrement que se le verser en dividendes et puis le gérer en nom propre. Mais la première question qui me pose quand il me rencontre, c'est qu'est-ce que je vais donner à mon comptable ? Et mon comptable, il va me poser quoi comme question ? Puis en fait, c'est chez toi, d'accord, mais comment ça impacte mon bilan ? Et puis comment tu valorises le fait que ça baisse ou que ça descende au niveau du prix de la crypto ? Enfin, en fait, alors on est obligé de leur expliquer que c'est des parts, comme un fonds traditionnel. Enfin, tout est hyper flou. Et je me suis dit, on pourrait très bien dérouler en fait le parcours d'un investisseur professionnel, une société qui vient investir dans un des fonds, et par quoi elle va passer, quel type de questions l'investisseur va nous poser et comment y répondre et les rassurer. Bien sûr. Tu peux nous dire un peu la différence entre les différences fondamentales entre un fonds crypto et un fonds classique, déjà. D'accord. Alors, déjà, je pense que ce qui est bien souligné aussi, c'est qu'il y a certaines différences, mais il y a surtout beaucoup de similitudes. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que quand on parle de fonds crypto, au final, ça reste un fonds. Ça reste un fonds d'investissement, ça reste régulé. C'est souvent les mêmes structures de fonds également. Okay. Donc, il va y avoir des formes légales, il va y avoir des structures qui vont être semblables à ce qu'un investisseur qui investit dans, par exemple, toujours de l'alternatif, mais par exemple dans du private equity, peut connaître. Avec, ici, on a à Luxembourg des fonds réservés, ce qu'on appelle des RAIF. Et après, il y a toute forme d'entité. Donc, il peut y avoir des sociétés en commandite spéciale, c'est ce qui est plus communément utilisé, avec cette enveloppe RAIF, ou fonds réservés. Donc, c'est des structures qui sont, ou en tout cas des enveloppes qui sont connues, donc qui sont similaires, que ce soit un fonds de private equity ou un fonds crypto. Donc pas d'impact.
pas d'impact en tout Dans cas, la que ça gestion soit... quotidienne pour ton comptable. Exactement. Par contre, vraiment toute cette partie crypto va être au niveau de l'actif. Parce que bien sûr, dans les portefeuilles des fonds, il va y avoir des cryptos, que ce soit, nous, on peut faire de l'exposition directe, de l'exposition indirecte, même de la gestion de dérivés. Donc, on pourra en parler, mais il y a aussi des dérivés sur les tokens. Et ça, c'est quelque chose que toute l'expertise va être à ce niveau-là sur cette partie crypto. Le reste du fonds, je dirais que c'est assez similaire à tout ce qu'on peut voir en termes de comptabilité, en termes de structure, et c'est ce qui rassure aussi les investisseurs. Ok, mais par contre, comment, tu vois, par rapport à un fonds immobilier, si je reprends le fonds immobilier qui est assez connu de nos investisseurs, comment la volatilité qui est inhérente à la crypto-monnaie, elle influe sur la comptabilité? Ouais. Comment Oui, bien sûr. Déjà, il va y avoir, dans les fonds, il y a deux choses qui sont assez importantes à savoir. C'est déjà les fonds ouverts et les fonds fermés. Comme tu disais tout à l'heure, nous, on est capable de gérer les deux, mais c'est vrai qu'il y a une grande distinction entre les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un fonds ouvert, donc ouvert à la souscription et au rachat à tout moment. Donc là, il y a aussi toute une partie de liquidité à monitorer, parce que il faut être capable de pouvoir répondre à la demande de rachat, de sortie de l'investisseur à tout moment. Nous, typiquement, on est un fonds ouvert, on est sur une NAV, donc une possibilité d'entrée ou de sortir trimestrielle. Bah, il est vrai que si l'investisseur il demande de sortir, on a 3 mois pour fermer nos positions et s'assurer de pouvoir rendre les liquidités à l'investisseur. C'est ça, exactement. Nous, nos fonds ouverts, on va sur du mensuel. Et après, par contre, sur des fonds fermés, donc ça, c'est fermé pendant X années. Et c'est des fonds qui sont gérés un peu différemment, c'est-à-dire qu'au départ, c'est plutôt ce qu'on appelle un commitment, donc un engagement de l'investisseur. Et après, on va faire des appels de capitaux et des distributions. Et ça, sur ces types de fonds-là, on pourra aller plus sur de l'illiquide parce qu'on sait qu'on a un horizon de temps pour avoir des rachats. Bien sûr. Et donc, comment ça se gère tu vois, parce que là, on a expliqué la différence entre le fonds fermé et le fonds ouvert, mais on ne donne pas la réponse de, avec un produit qui est hyper volatile, comment on valorise ça Oui. Ça, nous, déjà, on va vraiment monitorer ça. Tout d'abord, la liquidité, comme j'en parlais, et après, sur la volatilité, la manière dont on valorise les actifs également. Donc, parce que, bien sûr, ça va être... nous, on va avoir... Après, des méthodes de valorisation d'un token à un autre qui va être différente. Mais c'est vous, la management company, qui donnez cette information-là au client final qui est l'investisseur en société, qui donnera en fait l'information à son comptable et qui pourra rentrer ça dans sa comptabilité. Oui, c'est même un niveau au-dessus, c'est-à-dire que nous, on va valoriser les actifs du fonds et après, on va calculer, comme tu disais tout à l'heure, une NAV, donc une valeur nette d'inventaire, VNI en français. Et pour vous, investisseurs, pour que vous compreniez, votre bilan, vous le faites une fois par an, c'est une photo à un instant T du coup de la situation de votre entreprise. Et ben les NAV, c'est un peu la même chose, mais de façon mensuelle, trimestrielle, pour qu'on puisse ensuite savoir si votre action que vous avez achetée a performé ou a sous-performé. Et si vous avez acheté une action à 100 €, est-ce qu'elle vaut 110 ou est-ce qu'elle vaut 90 ? C'est exactement ça. Merci. Donc c'est vrai que nous, après, ce qu'on va fournir à l'investisseur, ça va être, donc une fois qu'on a calculé ces NAV, donc on va fournir à l'investisseur soit le prix de la part, et auquel cas il pourra avoir la valeur de son investissement à une date donnée, donc avec une périodicité par exemple mensuelle dans ce cas-là. Et après, il pourra, ou dans un fonds fermé, où on va après appeler des capitaux et on va lui envoyer ce qu'on appelle des capital account statements, donc vraiment une vue vraiment détaillée sur toutes ces positions et qui pourra comptabiliser chez lui.
Oui, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que le plus grand exercice aujourd'hui de Robin, c'est d'utiliser que des mots français. Exactement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglicismes, même ouais, que ce soit bien sûr dans le milieu de la crypto, mais aussi dans le Dans le milieu milieu de la financier. finance en général. Donc, Mais c'est c'est vrai que c'est un l'exercice le exercice. plus compliqué de tous les invités. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment la volatilité inhérente aux cryptoactifs influence la comptabilité des fonds crypto? Ouais, nous, c'est vrai que cette volatilité-là, elle va être prise en compte dans la manière de valoriser les actifs. C'est vrai qu'il va y avoir donc, des méthodes de valorisation. Je pense qu'on y viendra plus en détail tout à l'heure. Et c'est quelque chose qu'on vient prendre en compte là-dessus pour déterminer, comme tu disais tout à l'heure, la valeur de l'investissement de l'investisseur. Est-ce que vous avez rencontré plein de défis par rapport au monde traditionnel? Est-ce que tu as un exemple de défi qui a été un vrai challenge et avec l'équipe, vous avez trouvé une solution pour que ça soit applicable dans les fonds alternatifs? La liquidité. Je pense que la liquidité, ça a vraiment impacté nos process, parce que c'est quelque chose que, bien sûr, on doit prendre en compte pour fournir des fonds ouverts, comme on disait tout à l'heure, ouverts à la souscription et au rachat. Et par exemple, que ce soit mes collègues du risque sur des modèles de liquidité de finances traditionnelles qu'ils ont réussi à appliquer au monde de la crypto, ou que ce soit la manière dont on valorise donc, les cryptos, parce que en fonction des marchés, en fonction de la liquidité de marché, donc de la manière et du temps qu'on a pour pouvoir liquider notre position, c'est quelque chose à prendre en compte dans la valorisation des actifs. Et en termes de cadre réglementaire, est-ce que le cadre réglementaire actuel qui encadre la comptabilité des fonds crypto est spécifique, ou est-ce que c'est vraiment calé sur le modèle des fonds traditionnels? Alors c'est ça qui est très bien, c'est vrai que c'est calé donc là au niveau de la comptabilité du fonds. C'est vraiment calé sur des normes comptables traditionnelles, c'est-à-dire la méthode de reporting, le framework réglementaire qu'on va appliquer pour faire du reporting aux investisseurs. Ça va être quelque chose qui est tout à fait cohérent avec un fonds traditionnel. Donc, il n'y a rien de spécifique, tu vois, de spécificité au niveau des cryptoactifs? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va valoriser, et c'est à Luxembourg en tout cas la grande majorité des fonds, et notamment des fonds ouverts, on va valoriser à la juste valeur. Donc ce qu'on appelle plus communément la fair value. Oui. Et ça, après, bon, bien sûr, avec la crypto, c'est bien sûr des mécanismes différents pour déterminer cette fair value. Mais en termes de normes comptables, en termes de comptabilité du fonds, une fois qu'on a été capable de déterminer cette juste valeur, après, tout le reste de la comptabilité au niveau du fonds va être la même, et c'est ce qui est rassurant pour un investisseur. Alors, peux-tu nous expliquer la méthode de valorisation des fonds en général? D'accord. Alors, des fonds en général, donc, comme on parlait, il va y avoir cette VNI en ce qu'on appelle le LuxGap ici à Luxembourg. Donc les la principes, comptabilité luxembourgeoise. Voilà, exactement. Les principes généralement acceptés au Luxembourg, qui sont assez similaires réellement. Donc ça va être, bien sûr, le point le plus important, ça va être cette juste valeur. Et c'est ce que veut un investisseur, de savoir combien à l'instant T vaut mon investissement. Alors comment tu fais en crypto? Ouais, alors, pour la partie crypto, donc tout est le sujet ici. on va vraiment, donc comme je disais, c'est vraiment cette partie liquidité où on va faire déjà une première distinction entre un actif, donc un token qui est liquide, donc tout ce qu'on connaît, les top 50, imaginons, donc que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, donc tout ça va être des actifs qu'on appelle actively traded tokens, donc des tokens qui
qui sont échangés sur des marchés et qui ont un volume quotidien assez conséquent, et ce qu'on appelle donc des early stage, donc vraiment des tokens qui vont être vraiment à la naissance d'un projet et pour lequel, bien sûr, ça sera un peu plus confidentiel, compliqué, sûrement peut-être même pas listé, pas échangé sur des marchés. Et ça, tout ça, c'est quelque chose qui doit être reflété dans la valorisation, tout en gardant en tête que c'est quand même des fonds traditionnels qui ont des requis réglementaires de valorisation auxquels il faut qu'on réponde. Alors, on vient de clôturer notre NAV. On a investi dans 4 cryptos. Les investisseurs ont confié leur argent. Le fonds a investi dans 4 cryptos. J'ai des positions qui sont fermées et où la plus-value est déjà connue, plus 5% par exemple, entre le moment où ça a commencé à être tradé et le moment où on a clôturé. Et j'en ai d'autres qui sont encore ouverts. Ouais. D'accord ? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour pouvoir valoriser ce qui est encore ouvert ? Bien sûr. En fait, alors nous, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on vient utiliser donc, des fournisseurs de données, des fournisseurs de prix. Et il y a des entités en Europe qui sont experts là-dedans, qui ont des contrôles qui sont audités et qui sont capables en fait, d'agréger tous les exchanges avec une granularité de données vraiment très poussée, c'est-à-dire qu'on peut avoir notamment les prix de clôture en live, on peut avoir tous les volumes échangés, mais également on peut avoir accès à l'ensemble des transactions sur un nombre donné d'échanges. Et il va y avoir, alors nous on utilise Keiko qui est un des leaders européens sur cette partie-là, qui va pouvoir nous fournir, et avec lesquels on a des flux live avec eux, qui va pouvoir nous fournir toute cette donnée-là, qu'on va utiliser, que ce soit pour le risque, mais que ce soit pour la valorisation aussi, et avoir une vue d'ensemble des marchés sur telle ou telle crypto. Alors là, on est sur la valorisation au niveau fonds, mais on n'est pas sur la valorisation de ce que détient l'investisseur. C'est ça. Alors bon, les deux sont liés, bien sûr, mais là on vient parler de la valorisation des actifs du fonds qui, après, vont rentrer dans le calcul de la NAV, et l'investisseur, in fine, va avoir sa NAV et le prix ou le montant de son investissement. Est-ce que tu as rencontré des défis qui ont été associés à cette valorisation des actifs qui sont moins liquides ou des tokens, tu vois ? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que nous, sur certains fonds, on va avoir des balances qui vont être assez conséquentes par rapport à la supply, donc vraiment par rapport au nombre de tokens qui sont en circulation. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte dans nos méthodes de valorisation, parce que ce n'est pas des positions qu'on peut liquider sans avoir un impact sur le prix de marché, ou qu'on peut liquider, avoir des acheteurs en face dans un temps raisonnable. Donc ça, c'est justement des facteurs qu'on prend en compte pour la valorisation, c'est-à-dire qu'on va appliquer un certain discount pour dire, d'accord, on a ce token-là qui vaut un prix de marché à aujourd'hui de temps. Par contre, si demain, je dois me séparer de l'entièreté de la position parce que tous mes investisseurs veulent sortir au même moment, comment je fais et comment je m'assure que la valeur que j'ai comptabilisée est une valeur, et on en revient à la juste valeur, qui serait réalisable. Donc c'est tout là la complexité. Oui. C'est-à-dire que je peux avoir un token qui vaut tant. Alors bien sûr, comme je disais, sur les actifs qui sont très liquides, donc on va avoir du top 50, imaginons, en termes de capitalisation boursière. Ça va être assez compliqué d'avoir une position conséquente qui peut avoir un impact sur du Bitcoin vu les volumes échangés. Par contre, sur des tokens qui sont un peu plus confidentiels ou un peu plus naissants, je dirais, là, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte si on veut
toujours pareil, donner une valeur qui est le plus proche de la réalité à l'investisseur. Donc en fait, c'est vraiment en plus pour pour protéger l'investisseur. Exactement. Et lui donner à un instant T dans sa comptabilité le prix réel de son action qui va influer son bilan comptable, son bilan comptable in fine. C'est exactement ça. Lui, en fait, il va pouvoir, donc après, en fonction du type de société, en fonction de son objet social également, bien sûr, il faut que ça rentre dans son objet social, mais il va pouvoir comptabiliser l'évolution, en tout cas, de sa participation. Et est-ce qu'il le fait annuellement ou il le fait, tu lui donnes les infos trimestriellement, mensuellement Alors, nous, on va lui donner les infos à chaque NAV. Donc, par exemple, pour une NAV mensuelle, tous les mois, il va recevoir la valeur de son investissement et il va, bien sûr, annuellement, il va recevoir aussi des confirmations supplémentaires. Mais à chaque NAV, il va avoir un reporting et il va pouvoir suivre son investissement là avec plus ou moins de détails en fonction du fonds et en fonction de ce qui a été agréé avec. Et c'est ce qui va aussi lui permettre de soit vouloir augmenter en fait sa participation, soit peut-être de vouloir diminuer ou sortir s'il a l'impression que son investissement est en train de se dévaloriser et qu'il sent un risque. Oui, bien sûr, ça va être ça. Après, ça va être également, je pense, bien sûr, comme tu disais, ce qu'on appelle le track record, donc vraiment sur base des performances passées, mais qui prédisent pas bien sûr les performances futures, mais sur lui, en tout cas, sa sensation de marché sur les prochains mois ou les prochaines années. Et comment, tu vois, qu'est-ce que tu vas recommander à un fonds ou qu'est-ce que l'investisseur peut demander au fonds pour le contrôle interne? L'exactitude des infos qui sont communiquées, la fiabilité des enregistrements des données comptables. Qu'est-ce que tu vas recommander là-dessus et qu'est-ce que l'investisseur doit faire attention à quoi? Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est important et surtout quand les montants sont élevés parce que bien sûr, pour rappel, nous, on ne vient pas s'adresser à du retail, donc à vraiment des personnes physiques. Nous, ça va les être des fonds, family office, ça va être... Exactement. Nous, les fonds, ça va être ce qu'on appelle les investisseurs qualifiés, c'est-à-dire qu'ils viennent avec un ticket d'entrée, c'est à minima de 100 000 euros et qui ont des connaissances financières, qui sont capables de comprendre tous les risques liés à ces investissements-là. Après, sur la partie contrôle interne, nous, ce qu'on voit, c'est bien sûr, on a les investisseurs institutionnels aussi qui vont faire ce qu'on appelle des due diligence sur nous. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier nos contrôles internes, ils vont vérifier comment on fait, comment opérationnellement ça se passe chez nous. Après, sur des clients plus, comme tu disais, plutôt pas des investisseurs institutionnels, ça va être plus le fait de vérifier qu'on soit bien supervisé par la CSSF. Il y a une liste sur le site de la CSSF, de vérifier, nous, après, de se mettre d'accord sur nous, comment on va communiquer avec le client, avec le family office. Donc, quelles infos il va recevoir, quelles infos il a besoin de recevoir pour... Donc, tu adaptes vraiment, en fait, suivant la personne que tu as en face de toi? C'est plutôt les fonds en soi qui vont être adaptés. Après, nous, on est confiant que toutes les informations qu'on va lui donner remplira toutes ces exigences et en tout cas tous ses besoins, ça c'est certain. Et après, au niveau du contrôle interne, je pense que c'est important de voir qui on est, par qui on est autorisé, par qui on est audité également. De demander aussi les codes du fonds, le code ISIN, etc. Pour, bien sûr, c'est avant chaque investissement de toute façon. Alors les codes ISIN, tous les fonds dans le monde alternatif n'ont pas... Qu'ils soient régulés ou pas régulés. N'ont pas de code ISIN, n'ont pas obligatoirement de code ISIN. Je pensais que c'était tous les fonds, tu vois. Je pensais pas que c'était que tu sois
que tu sois régulé ou pas. Je pensais que tous les fonds avaient Non, un ça code c'est une demande que tu peux faire pour avoir un code design, parce que certains investisseurs veulent un code design pour Ouais. des fonds vraiment alternatifs. Ouais. C'est pas obligatoire d'avoir des code design. Par contre, ça va être obligatoire d'avoir des documents constitutifs que l'investisseur va recevoir. Donc en fonction du type de fonds, alors, dans des fonds très régulés, on appelle ça un prospectus. Ouais. Dans des fonds alternatifs, on va Document appeler marketing. ça. C'est ce qu'on appelle le Private Placement Memorandum, le PPM ou le Ouais. LPA. Et là, sur ça, c'est là où il va avoir toutes les infos relatives au fonds et vraiment des infos assez Le niveau de détaillées. risque qui est sur 7, qui va y avoir toutes ces... si tu peux perdre l'entièreté de ton capital ou pas, c'est bien de ça dont tu parles. On retrouve vraiment... moi, je parle également de comment, par exemple, le niveau de le niveau de frais, Ouais. comment il peut souscrire, comment il peut racheter, quels sont les délais, quels sont les délais après lui, de quand il peut nous contacter. En fait. Exactement, c'est ça. Exactement, la période, la notice période, c'est combien de temps il peut passer son ordre de souscription ou de rachat, et ensuite sous quel délai il sera. Je suis toujours dans le risque. Obligatoirement, on en a qui sont liés à la cybersécurité et à la protection des actifs numériques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous gérez ça? Déjà, je pense que ce qui est important, et c'est vrai que c'est un bon sujet, c'est tout l'écosystème autour d'un fonds. C'est-à-dire que nous, on va être gestionnaire de fonds, d'accord ? Mais le fonds, pour sa gestion quotidienne, pour opérer, il a besoin de tout un écosystème d'acteurs autour de lui. Et donc, il va y avoir, bien sûr, gestionnaire de fonds, donc AIFM ou GFIA. Après, il va y avoir centrale admin si jamais c'est pas géré par la IFM, donc avec fonds comptabilité de fonds, gestion de tenue de registre investisseur, valorisation. Mais il va y avoir, et justement pour répondre à ta question, toute la partie, donc les banques, ce qu'on appelle les custodies, donc qui vont vraiment faire toute la garde des actifs, donc ce qu'on appelle plus communément safekeeping. Donc, ils vont vraiment s'assurer de la garde des actifs et qui seront supervisés par une banque dépositaire. Donc, ces acteurs-là, bien sûr, doivent être des acteurs régulés et autorisés à faire ça. Et c'est ces acteurs-là qui vont s'assurer de la garde des actifs. Donc, qui vont s'assurer de la cybercriminalité, comme tu disais, qui vont s'assurer de la gestion des clés privées, de la cérémonie de création de clés également, vraiment pour les créations de wallets. Et ça, c'est une force, en tout cas, sur ces fonds-là, et c'est pour ça qu'on dit que c'est des fonds dans un environnement régulé, c'est-à-dire qu'il va y avoir ces acteurs-là qui vont être indépendants, donc ils vont être indépendants de nous, qui vont être indépendants de la personne qui va faire les trades, et qui vont vraiment s'assurer de la garde des actifs. Et ensuite, il va y avoir tout cet écosystème également qui va être composé d'un auditeur, parce que les fonds vont être audités, donc audités par un cabinet d'audit. Externe ? Externe, exactement. C'est-à-dire que c'est pas je mets mon pote pour qu'il valide. C'est vraiment... Ils ont une responsabilité même de rapport envers la CSSF, envers les investisseurs. Envers les investisseurs, oui. C'est exactement ça. Ça va être, c'est souvent un des Big Four. Et il va y avoir vraiment ce rapport d'audit et cet audit qui va être fait annuellement sur chacun des fonds et qui va auditer les états financiers qui vont être envoyés aux investisseurs. Et les positions qui ont été prises aussi. Toutes les positions qui vous ont permis de faire la valorisation de l'actif vont être aussi auditées de la part des investisseurs. Bien sûr, exactement. Toutes les positions, toutes les assumptions, si jamais on a eu des assumptions à faire sur certains tokens, certaines méthodes de valorisation, ça, c'est des choses qui vont être auditées. Et c'est ce qui donne ce confort et cette assurance à l'investisseur in fine. Concrètement, qu'on soit en crypto-actif ou qu'on soit dans un fonds traditionnel, un fonds alternatif ou un fonds traditionnel, en fait, tout est fait pour protéger l'investisseur et il y a une gestion de risque qui est très importante.
Et donc, au contraire, même presque le fait d'être dans un fonds alternatif, est-ce qu'on a plus de rapports à faire? Est-ce qu'on a les mêmes rapports à faire? Ça, je t'ai pas posé la question. Oui. Alors, plus de rapports qu'un fonds très régulé, en fait. Il faut savoir que il y a des fonds très régulés qu'on connaît tous, ce qu'on appelle les OPCVM ou UCITS. Donc là, ça va être bien sûr plus large en termes de distribution, parce que ça peut vraiment être monsieur tout le monde dans son agence bancaire qui vient souscrire à un fonds là. Là, on reste quand même dans le monde alternatif, c'est-à-dire on s'adresse quand même à des personnes qui ont une connaissance financière, qui investissent déjà. On est sur des investisseurs qui sont qualifiés de professionnels, ça. Donc ils ont eux-mêmes se certifier, avoir les connaissances et les bases nécessaires pour comprendre dans quoi ils investissent et comment les choses sont gérées, et sont capables de lire les documents autour du risque. C'est ça, exactement. Il y a vraiment des critères pour être qualifié comme ça, et qui sont très précis, mais c'est exactement ça. Et après, nous, en termes de reporting, en termes de supervision de la CSSF, de rapports réglementaires qu'on doit fournir à la CSSF, mais aussi de reporting à l'investisseur, et bien sûr d'audit annuel comme un fonds classique. Cette gestion de risque, en tout cas, est contrôlée. Donc, en fait, il n'y a pas de différence, que ce soit un fonds alternatif ou un fonds traditionnel, on est sur le même process de gestion de risque. C'est ça. En fait, on va vraiment être d'autant plus dans la partie crypto, et c'est vrai que c'est bien de démystifier les fonds crypto. Restent des fonds alternatifs, bien sûr, mais restent des fonds alternatifs, sont gérés globalement de la même manière, avec juste un set de complexité au niveau des actifs, bien sûr, qui vont impacter l'ensemble du fonds, mais in fine, ça reste des méthodes comptables, des méthodes de valorisation qui vont être standards, et heureusement, parce que les investisseurs peuvent s'y référer. C'est assez chouette parce que du coup, ça découle à une des parties où j'avais pas mal de questions, c'est sur la formation et les personnes qui travaillent dedans. Si tu veux, je pense que tu as les mêmes problématiques que nous. Le junior que tu vas embaucher dans ton équipe, il y a de grandes chances qu'il ait été éduqué autour de la blockchain et de la crypto-monnaie au sein de son école, que ce soit une école de commerce, que ce soit des études dans un master en finance. On approche ça. Mais les seniors qui ont une quarantaine d'années, qui du coup ont le savoir-faire de la finance traditionnelle, comment vous les... Et on a besoin d'eux en fait dans notre méthodologie, puisqu'on veut on veut rester dans la finance traditionnelle et les mêmes choses, mais on parle avec un autre vocabulaire. Comment vous les formez ? Comment ces gens abordent le sujet Bien sûr. Alors, je me considérerais pas comme senior, mais je suis à peu près là, parce qu'on vient majoritairement, en tout cas à Sixem, de la finance traditionnelle. C'est-à-dire, on a passé plus de 10 ans chacun dans la finance traditionnelle, dans des entités vraiment régulées à Luxembourg et reconnues. Et en fait, c'est pour ça que je disais, on allie un peu de monde. C'est-à-dire qu'on va avoir cette partie, donc vraiment crypto, qui va être, bien sûr, avec une connaissance vraiment, une expertise vraiment particulière. Mais il faut des connaissances de cette finance traditionnelle, parce que gérer un fonds, c'est pas anodin, et il faut des connaissances particulières et une expertise là-dedans. Et c'est ce mix en fait entre les deux, et c'est vrai que nous on le voit au niveau des profils également. Là, on a recruté récemment une personne qui va être vraiment très crypto et vraiment sur cette partie-là. Et il a quoi comme bagage par exemple ? Quand tu dis il est vraiment crypto, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui a permis d'avoir le savoir de l'environnement crypto-monnaie ? Est-ce que c'est parce qu'il est jeune et qu'il l'a étudié à l'école ? Est-ce que c'est par son expérience et qu'il l'a appris sur le terrain ? Est-ce qu'il s'est formé autrement ? Alors là, ça va vraiment être son expérience professionnelle. Il y a des boîtes qui sont vraiment spécialisées en crypto, et c'est son expérience professionnelle, en tout cas, plus son attrait bien sûr personnel, qui va faire qu'il va avoir un profil vraiment plus crypto que la finance traditionnelle. Et ça, en fait, c'est vraiment ce mélange des deux qui fait que nous, on est un peu hybride entre les deux. Donc, on a un background de finance traditionnelle,
bien sûr notre attrait personnel depuis des années et sur la crypto. Et c'est ce qu'on voit aussi au niveau des investisseurs, de la typologie des investisseurs qu'on va avoir ou des promoteurs. Mais toi, par exemple, tu t'es formé comment dans cet univers de crypto-monnaie? Alors, moi, par exemple, c'était vraiment sur auto-formation et en tout cas mon attrait personnel depuis des années là-dedans. Et après, c'est l'expérience que tu as pris sur le terrain. Exactement. Et c'est vrai qu'après, c'est beaucoup de partage de connaissances. Donc, sur le marché, bien sûr, parce que je pense que le marché de la crypto et en tout cas l'écosystème est assez réduit, d'autant plus au Luxembourg. Oui. Et c'est vrai que voilà, on est plus dans le partage de connaissances plutôt que dans vraiment la compétition entre acteurs. En fait, moi, ce que je constate, parce que je ne viens pas du milieu de la crypto-monnaie, je me forme sur le terrain avec les gens qui nous entourent aussi en interne et en externe. Mais par contre, aussi bien la CSSF répond pas mal aux questions quand on n'est pas sûr. Est-ce que je dois gérer ce point-là de telle façon ou de telle façon? Les confrères. Moi, j'ai déjà échangé avec des collègues à toi sur des choses où j'étais pas sûre de moi. Je savais pas trop. Et en fait, on se partage. C'est vrai qu'on a quand même récupéré ça du monde de la crypto quand c'était en finance décentralisée, où les gars se retrouvaient sur Twitter et s'envoyaient un peu des tips. Alors nous, c'est vrai qu'on se retrouve pas sur Twitter, on prend notre téléphone ou on se voit en vrai. Mais comme c'est nouveau, comme il y a peu de documentation encore et que les formations naissent là au fur et à mesure du temps, où on a cet échange entre confrères de résoudre des problématiques, parce que si je les ai, en général, tu les as aussi. Est-ce que vous avez des outils ou logiciels spécifiques pour pouvoir comptabiliser et suivre les fonds? Oui. Nous, déjà, un des plus gros logiciels qu'on utilise, ça va être eFront, donc qui a été développé par BlackRock. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un logiciel de finance traditionnelle, donc qui est vraiment fait pour des fonds alternatifs. Et on a travaillé avec leurs équipes pour pouvoir intégrer toute cette partie crypto dans ce logiciel-là. Donc vous avez payé un développement spécifique de leur logiciel qu'ils ont eux en interne pour pouvoir l'appliquer à votre modèle? Alors, c'était pas vraiment dans ce sens-là, c'était plus de la collaboration, parce que vous voulez aussi s'ouvrir sur des fonds déjà ouverts, voulez s'ouvrir sur les actifs digitaux. Et c'était plus de la collaboration, de comment on peut nous intégrer donc, les caractéristiques de nos fonds qui sont vraiment très particulières dans un logiciel de comptabilité de fonds qui est tout à fait traditionnel et qui est utilisé par une majorité du marché. Exactement. Est-ce que tu penses que la blockchain va à un moment s'intégrer, ou peut-être que vous l'avez déjà intégré d'ailleurs, dans votre façon de travailler Alors, de manière opérationnelle en tout cas, c'est pas quelque chose qui est arrivé pour le moment, c'est plus sur la partie tokenisation. Donc on entend beaucoup parler de tokenisation de parts de fonds par exemple. Donc c'est quand même cette technologie, cette DLT qui va être utilisée pour distribuer des parts de fonds qui vont être qui vont atteindre des investisseurs qui ont cet attrait-là et qui ne sont peut-être pas atteints par d'autres canaux de distribution de fonds. Donc je verrai plus cette partie vraiment sur cette distribution-là, et il y a des acteurs à Luxembourg qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Par exemple ? Par exemple, Funds DLT, qui sont vraiment sur cette partie-là au niveau des fonds, donc qui fournissent toute cette technologie-là pour être capable de distribuer des parts de fonds tokenisés. Et je pense que c'est vraiment dans un futur très proche cette partie-là qu'il ne faut pas confondre avec les fonds, la partie active des fonds. Donc quand on parle de tokens qui sont dans le portefeuille, des cryptos, ça c'est complètement différent des parts de fonds tokenisés pour la distribution. Comme on est un peu sur l'avenir, j'aimerais bien continuer sur cette partie-là. Est-ce que t'imagines, parce que là, peut-être que tu n'as pas la même impression, mais moi j'ai l'impression que le marché, il n'est pas encore mûr, il est loin d'être mûr encore et qu'il y a un peu de choses qui vont évoluer.
Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une évolution qui doit être envisagée en termes de comptabilité ou de gestion des fonds alternatifs? Je pense que de plus en plus, et on le voit, c'est pas uniquement maintenant, c'est déjà depuis plusieurs années, on voit une évolution réglementaire, notamment en Europe, notamment avec MiCA, qui fait que c'est plus simple, en tout cas, pour l'investisseur, de s'y retrouver, d'avoir des normes qui sont généralement acceptées, notamment en Europe. Après, c'est vrai que sur cette partie évolution de marché, de pratiques de marché, moi, ce que je vois, et de plus en plus, et ce que je suis convaincu qu'il va arriver dans les prochaines années, c'est que les actifs digitaux vont devenir une classe d'actifs tout à fait normale, toujours alternative, hein, bien sûr, mais reconnue comme peut l'être d'autres classes d'actifs qu'on a l'habitude de voir en private equity, par exemple. On arrive tout doucement vers la conclusion. Moi, je vais avoir 3 points pour qu'on conclue notre entretien. Le premier, c'est qu'est-ce que tu peux donner comme information pour rassurer le comptable qui va gérer les parts de fonds qu'aura pris l'investisseur professionnel. Oui, bien sûr. Lui, en tout cas, à minima, à chaque fréquence de NAV, il va avoir donc un reporting régulier avec l'évolution de son investissement et plusieurs informations qui vont faire qu'il sera capable de comptabiliser de son côté l'investissement de manière régulière. Plus de manière annuelle, il va recevoir donc des états financiers du fonds qui vont être audités par un auditeur à Luxembourg, qui va en plus donner son opinion sur la véracité des données. Donc en fait, une fois qu'il aura les rapports de NAV et son rapport annuel, c'est une écriture comptable qui va devoir passer comme toute écriture comptable lambda dans un fonds, quand on fait un investissement dans un fonds traditionnel. Exactement, c'est exactement la même chose. Mon deuxième point, c'est si tu devais résumer notre heure d'interview, quelles sont selon toi les 3 choses à retenir? Les 3 choses à retenir, je dirais la première, et c'est un peu la ligne rouge de notre interview, c'était finalement, il faut un peu démystifier les fonds crypto. Ça reste des fonds tout à fait traditionnels qui ont cette enveloppe, qui ont les mêmes structures et qui répondent aux mêmes exigences qu'un fonds tout à fait normal dans le monde alternatif, bien entendu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que c'est tout cet écosystème. Peut-être, déjà, comme on disait, la distinction entre, en fonction des projets, entre un AIFM autorisé, enregistré, cet écosystème autour du fonds, donc avec des acteurs qui sont régulés, donc sur la garde d'actifs, parce que je pense que c'est quelque chose très important et en tout cas qui fait la force de des fonds qui sont dans cet environnement régulé. Et la troisième chose, plus technique, disons, c'est la manière de valoriser et finalement les assumptions qui sont prises sur on ne va pas valoriser de la même façon un bitcoin comme on va valoriser un token ou une crypto qui est beaucoup plus jeune, exactement. Enfin, la dernière question. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, qui devrait passer au micro après toi? Alors, j'imagine que ce qui serait bien pour amener, vu déjà tous les intervenants qui sont venus également et qui ont donné aussi chacun leur vue sur l'écosystème, je pense que c'est déjà très bien. Ça serait bien d'avoir une personnalité publique qui amènerait cette vue, en tout cas, en tout cas à Luxembourg. C'est vrai qu'il y a par exemple un ministre de la digitalisation. Monsieur Bettel, si vous nous entendez. Donc c'est vrai que ça apporterait beaucoup. Merci beaucoup.
J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon, merci. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, tes explications et d'avoir joué le jeu de la vulgarisation de notre travail, parce que je sais que c'est compliqué de vous demander ça. Et malgré tout, je reste intimement persuadée que c'est en vulgarisant et en rendant accessible notre métier qu'on va pouvoir éduquer les personnes qui découvrent cet environnement. C'est exactement ça, Marion. Merci beaucoup. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.